Nos histoires s'écrivent avant même de dire « je suis ». Elles s'écrivent dans l'histoire de nos aïeux, de nos frontières, de nos histoires communes. Et chacun de nous interprète une partition de son histoire familiale. Cette partition joue une musique, a une mélodie et un rythme qui dessine un voyage singulier. Dis-moi ce que tu as traversé et je te dirai qui tu es. Tariq Ramadan est un intellectuel suisse, philosophe, islamologue, professeur émérite de l'université d'Oxford. Il marque et a marqué des générations par son apport concernant les musulmans et les musulmans en Occident, mais aussi l'universalité qu'il porte en lui, la traduction de plusieurs espaces et un regard à la croisée des chemins. Il est aussi un père, un époux, un frère, un fils, un homme et une destinée que nous avons voulu découvrir et faire découvrir à travers des échanges au cœur de l'ambiance intimiste qu'offrent les entretiens psychologiques. Les histoires vraies ne s'achèvent pas, elles se continuent à l'infini. L'histoire de Tariq Ramadan commence en 1962 à Genève. Cette histoire, nous allons vous la raconter. Tariq Ramadan, bonjour. Nous avons imaginé cet entretien, nous avons pensé cet entretien sur le fil de votre vie pour mieux comprendre votre histoire, pour mieux comprendre vos cheminements. Et nous l'avons pensé comme une biographie vivante, une biographie qui commence le jour de votre naissance en 1962. Quel est le premier souvenir que vous avez de votre vie ? Bonjour et merci de cette initiative. C'est un peu flou, je dirais. C'est une question qui est à la fois troublante et un peu difficile parce que, en fait, j'ai pas de souvenirs qui soient spécifiques et je sais même pas si les souvenirs qui me restent ou les souvenirs que j'ai aujourd'hui sont issus de photos que j'ai vues par la suite ou sont véritablement issus de ce que j'ai vécu. Les premières choses qui me viennent, c'est à Genève, dans un quartier dans lequel on a vécu jusqu'à ce que j'ai l'âge de 6 ans, de 62 à 68 au Paquis, et j'ai le souvenir de la présence de mon oncle paternel qui était présent quand mes parents n'étaient pas là, et on jouait dans le parc et même au niveau de l'appartement. En fait, le premier souvenir fort qui me vient de cette époque-là, c'est une bêtise que j'avais faite et qui m'avait fait escalader la barrière de mon lit d'enfant de façon extrêmement rapide, tellement j'avais peur. Donc les premiers souvenirs sont des souvenirs un peu particuliers. Quelle était la bêtise qui vous avait fait escalader ? Pas de souvenir, mais je sais que mon oncle me courait après. Vous êtes le cadet d'une fratrie de 6 enfants. De quelle ambiance était faite votre enfance dans cette fratrie, dans cette famille ? C'est un peu particulier aussi parce que entre l'aîné, qui est mon frère Aymen, et moi qui suis le dernier il y a 10 ans, et puis il y a une sorte de coupure en fait, c'est-à-dire que en plus on a un parcours particulier. Les 2 premiers sont nés en Égypte, le 3e et la 4e sont nés en Syrie à Damas, et les 2 derniers à Genève. Et en plus, entre l'avant-dernier et moi, il y a 3 ans. Et donc, j'ai des souvenirs de relations fraternelles ou de tensions même fraternelles ou de réalité familiale, beaucoup plus avec l'avant-dernier, c'est-à-dire mon frère Hani qui me précède, ma sœur et puis mon frère Yasser. J'ai beaucoup moins de souvenirs du point de vue de la famille avec les aînés. Et puis, ce qu'il y a aussi dans la famille qui a été une réalité depuis dans mon enfance, dans les années 60 et les années 70, c'est beaucoup de voyages de mes parents, beaucoup d'absences, beaucoup... En fait, je suis né à une période de la vie de mes parents où c'était difficile. C'était extrêmement difficile. C'est-à-dire que je suis né après l'exil. Je suis né dans la souffrance de ne pas pouvoir rentrer, dans la difficulté financière, dans la difficulté des papiers, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de passeport, à un moment donné on était apatride. Donc les années 60 ont été des années qui ont amené la difficulté financière politique avec un vrai défi pour nous de savoir où nous situer, parce que moi j'ai eu des parents qui avaient le corps à Genève, le cœur complètement ailleurs, et les relations humaines dans un autre univers. Les relations
de mon père était essentiellement anglophone, asiatique, international, beaucoup plus que suisse ou genevoise. En fait, on a atterri à Genève beaucoup plus par la réalité de la présence de l'ONU à Genève que par une quelconque attache nationale ou linguistique, parce que mes parents n'ont jamais bien parlé la langue française. Et vous, votre cœur, il était dans quel pays? Ben, ça c'est une bonne question, parce que moi, mon corps était nécessairement suisse. Je suis né en Suisse, je suis né à Genève, j'y ai fait toute ma vie, j'y suis resté jusqu'à l'âge de 40 ans en fait. Et il y a eu des étapes, c'est-à-dire que il y a eu un vrai malaise dans mon rapport à mon identité, où j'ai perçu très tôt. Moi, j'ai des souvenirs de discussions avec un de mes enseignants, de mes professeurs au collège, qu'on dit être le cycle d'orientation en Suisse, qui était lié au racisme. J'avais ce sentiment-là, je vivais ça. C'était pas du tout par rapport au fait d'être musulman, c'était vraiment d'être étranger, d'être un Égyptien et un Arabe dans la société genevoise. Je me souviens de discussions, je me souviens même que en course d'école, il s'appelait Devec, l'enseignant. J'avais des discussions avec lui qui étaient des discussions qui étaient douloureuses en fait. Donc à ce moment-là, j'ai 12 ans, 13 ans, et j'ai le cœur en Suisse, mais il y a un déchirement, il y a un vrai questionnement. Mais j'ai vécu ma vie avec cette idée en fait. Très jeune, j'ai vu dans les soucis, puisque comme je l'ai dit là tout à l'heure, pour mes parents, l'époque de mon enfance à moi, les années 60 et le début des années 70, c'était des moments extrêmement difficiles. Donc je les ai vus, j'ai vu ça, je sentais la souffrance, je sentais beaucoup de non-dits, je sentais qu'on avait des difficultés financières, je le sentais, je veux dire, expérimentalement, au sens où je pouvais pas partir en course d'école, je pouvais pas partir en sortie de classe, je pouvais même pas quitter le pays. Donc on avait des vrais problèmes financiers. C'était vraiment, et puis beaucoup de silence, parce qu'ils voulaient me protéger de ça, moi qui étais le dernier, mais je voyais la souffrance, et puis donc mon corps était là, mon cœur il savait pas très bien où il était, mais dans le récit familial, notre histoire elle était en Égypte. Et moi j'ai idéalisé l'Égypte, c'est-à-dire que je voyais ma mère extrêmement forte et solide par rapport à l'exil, mais qui en souffrait. Je voyais mon père très déchiré par cet exil-là, et je voyais l'Égypte comme étant, je veux dire, la source de leur combat et la finalité de ma trajectoire à moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pensais que j'allais y retourner. Il ne faisait même pas de doute. En fait, jusqu'à l'âge de, je crois, de 22 ans, il n'y avait pas de doute qu'un jour j'y retournerai en Égypte, je retournerai à mes racines. Donc il y a une évolution par rapport à ça. Je veux dire, au début, j'avais ni la conscience ni le choix. Ensuite, quand j'ai eu la conscience, j'ai eu le déchirement. Puis ensuite, quand j'ai eu la conscience du déchirement, je me dis je repartirai. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, après être parti et avoir vu ce que c'était que l'Égypte, bien plus tard, que l'Égypte, c'était pas ma source, c'était une image. Parce qu'elle m'a beaucoup déçu quand j'y suis retourné. Le terme que vous utilisez est intéressant, retourner. Donc vous pensiez retourner dans un pays que finalement vous n'aviez pas encore rencontré physiquement, mais qui faisait partie de votre ancrage, parce que votre mère est la fille de Hassan el-Banna, fondateur des Frères musulmans, on en parle souvent, qui a marqué votre famille et qui a laissé un profond ancrage. De quelle manière ça a impacté votre enfance et puis celui que vous êtes aujourd'hui, cet héritage et cet ancrage? Oui, je pense que le fait que vous vous arrêtiez au terme retourner est important, parce que c'est bien comme ça que je l'ai vécu. En fait, ça a été tellement important dans le récit familial, l'Égypte, que d'une certaine manière, je n'y étais jamais allé physiquement, mais j'y étais familialement. C'est-à-dire que ma famille, en 95, plus tard, j'écrirai un livre et je parlerai de notre famille en disant à tous mes frères et à ma sœur, nous sommes les enfants de l'exil. C'est-à-dire les enfants de l'exil, c'est-à-dire même si nous n'avons pas vécu le fait d'être partis pour venir, nous avons nourri sentimentalement le fait de n'être pas là où nous devrions être.
Et donc ça veut dire que quand nous sommes allés, c'est comme si nous étions revenus. Donc je parle bien de retour parce que c'est l'expérience affective, l'expérience sentimentale. Ça a été, j'ai vécu ça tout le temps, pendant longtemps, jusqu'au jour où je suis allé. J'avais 17 ans la première fois que je suis retourné en Égypte. Maintenant, c'est vrai que dans la conscience de l'Égypte, le substrat, l'essence même du lien familial, la figure de mon grand-père maternel a été fondamentale. Et ça pour plusieurs raisons. Pas simplement parce qu'il a marqué une histoire, mais parce qu'il a marqué les deux êtres qui sont mes parents. Il est certes le père de ma mère, mais il est le père spirituel de mon père. C'est-à-dire que mon père le rencontre à l'âge de 14 ans, dans des circonstances absolument phénoménales. C'est-à-dire que moi, quand j'entends ce dont on dit de mon grand-père avec le volet politique et politisé de sa pensée, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai eu de mes parents. Mon père, quand il a 14 ans, il entend qu'il y a un homme qui vient dans une mosquée faire une intervention. Il a 14 ans. Et il va l'écouter. Et il est tellement pris par le discours de ce qu'il entend, qu'il entend que cet homme va faire une conférence dans une autre mosquée. Donc il le suit. Une deuxième fois. Et dans la deuxième mosquée, on lui dit, mais il part dans une autre. Et il en a fait 4. Il l'a suivi 4 fois. Et il faut savoir que quand il intervenait, les mosquées étaient pleines. Pleines tout le temps. Et lors de la 4e fois, donc c'est mon père qui le dit, celui qui va reconnaître dans cet homme son maître spirituel et qui épousera sa fille quand lui sera mort, eh bien, la 4e fois, il va dans la mosquée, il l'a suivi, et il lui fait comme ça. Il l'appelle. Et lui, il était tout jeune. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand il a 14 ans, nous sommes en 40. En 40, mon grand-père n'a que 34 ans, il est très jeune. C'est un très jeune leader d'opinion. Et il lui dit, viens. Et lui, il y va, il a 14 ans. Il lui dit, ça fait 4 fois que tu viens m'écouter. Qu'est-ce que tu veux? Ce moment-là a changé sa vie. Ça, c'est le père de ma mère qui rencontre le père qui est mon père et qui est son fils spirituel. Donc ça, c'est un des volets qui a marqué mon père. Mon père, c'est ça qui l'a marqué. Je l'ai rencontré alors que je l'ai suivi. Il m'a remarqué sans que je sache qu'il sache lui que je le suivais. Parmi toute cette foule, il avait un jeune de 14 ans, il lui a dit ça fait 4 fois, donc il l'avait repéré tout de suite. Et ils vont vivre leur route, ensuite ils vont plus se quitter. Et ma mère, elle a 16 ans, quand un matin, elle voit sa mère dire à son père qu'elle a fait un rêve et qu'il va aller se passer quelque chose. Et donc elle l'entend dire qu'il va se passer quelque chose. Et mon grand-père lui dit qu'il sait ce qui va se passer. Et avant de partir, il dira à ma mère, qui est l'aînée, ma mère est sa fille aînée, et mon oncle, donc son frère, qui est le second, il leur dit, je vais partir, tenez-vous au courant et écoutez votre maman. Elle ne reviendra plus. Elle sera assassinée la nuit suivante. Donc, ça, ce sont des choses qui sont... Voilà l'homme qui a le sens d'une relation tout à fait spirituelle avec la vie, mais qui a une relation très spirituelle avec les hommes, puisque ce qui a fait que mon père devienne son élève est très spirituel. Et ce qu'il a dit à ma mère avant de partir ne tient qu'à l'esprit. Et j'ai entendu que ça, moi. Tout ça, toute ma jeunesse, c'est ça. Toute ma jeunesse, la figure de mon grand-père n'est pas du tout politique. Elle est très profondément spirituelle. Très profondément spirituelle. Et c'est ce qui a marqué mon père et ma mère, mais c'est un homme profondément spirituel que les hommes sans esprit ont tué. Ils l'ont assassiné. Et donc ça aussi, ça marque. C'est-à-dire que c'est pas simplement que nous sommes des enfants de l'exil, nous sommes les enfants de l'assassinat, du meurtre, de l'élimination.
d'un homme qui le savait, et qui dit « nous allons aller vers des épreuves ». Et il savait, au moment où ils l'ont éliminé, il savait que ça allait venir. Un assassinat qui a lieu le 12 février, 13 ans avant votre naissance, si je ne me trompe pas. Et puis, comme vous le dites, un héritage profond et spirituel qui vous a accompagné sûrement jusqu'à aujourd'hui. Vous diriez que ça a influencé votre pensée, donc la vôtre à travers vos parents, mais la vôtre de quelle manière? Alors, effectivement, il est mort dans la nuit du 11 et du 12 février 1949. Et je n'étais pas né, mes parents n'étaient pas encore mariés, ils se sont mariés en 52, c'est-à-dire en 51, c'est-à-dire 2 ans après. Et ce moment-là, il va être important parce que c'est le début d'une répression. Et beaucoup de gens se trompent, c'est-à-dire quand on me dit par exemple vous êtes le petit-fils de Hassan el-Banna, le fondateur des Frères musulmans, il faudrait que parce qu'on est le petit-fils d'eux, on idéalise ou on diabolise notre héritage. Ben non, mais c'est un être humain. Et il est mort jeune, il a 42 ans. À 42 ans, il faut se rendre compte que 42 ans... Je peux même dire que certains qui ont 42 ans et qui vont écouter cette émission, c'est même l'âge où ils n'ont même pas encore commencé à penser. Lui, on l'a éliminé. C'est-à-dire que, et entre 42 ans et son adolescence, puisqu'il a été engagé socialement à l'âge de 12 ans, il crée sa première association, donc pendant ces 30 ans-là, il a évolué lui-même. Et moi, j'ai eu dans ma vie, comme héritage vis-à-vis de lui, c'est l'impact phénoménal qu'il a eu sur mon père et sur ma mère, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, et sur le plan de sa disparition, sur le plan de cet assassinat qui disait quoi finalement? Qui disait, je veux dire, là aussi, on disait de lui, il a été violent et tout ceci, il a refusé la violence. La seule chose qu'il a acceptée, c'est le fait que les Palestiniens, avant même la création de l'État d'Israël, puissent se défendre en face des groupes terroristes de l'Irgun et du Stern. Et elle dit, mais là c'est légitime, parce qu'on se défend. Mais en Égypte, il ne voulait pas la violence. Il a refusé la violence. Et ça, par exemple, un truc qui est important. Moi, plus tard, c'est revenu à la mémoire de ma mère. En 1980, je crois que c'est en 1995, 96, je suis en train de faire un livre avec Nerenc, un professeur d'université suisse, un homme digne, noble, chrétien, croyant, et on fait un livre de dialogue. Et il explique à un moment donné qu'en Afrique, il est en Afrique et on lui annonce qu'il y a des tribus qui vont venir l'éliminer. Lui, il est avec sa femme. Et à un moment donné, on lui dit, il se dit, je dois protéger ma femme et ma famille. Donc il va prendre le fusil, et il se dit, s'ils viennent, je vais les défendre. Et il va prendre le fusil. Puis il se retrouve devant chez lui, puis après il réfléchit, puis il dit non. Il va reposer le fusil. Il m'a dit non, je ne vais pas tuer. Autant que ma femme et moi, nous mourrons, plutôt que de tuer. Et donc il fait la décision éthique de ne pas prendre son fusil et de se dire, on se laissera mourir, on ne se défendra pas. Quand ma mère lit ça dans son livre, elle a tout à coup un moment d'émotion comme ceci, puis des larmes lui viennent. Puis elle me dit, mais tu sais, j'avais 16 ans quand mon père, donc mon grand-père, allait partir, allait sortir. Et comme tous les responsables d'organisation à cette époque en Égypte, ils avaient le droit à un pistolet pour assurer leur sécurité. Et lui, il l'avait mis dans le tiroir à côté du lit, elle l'avait vu. Quand elle a entendu sa mère dire qu'il était en danger, elle est vite allée chercher le pistolet. Elle, à 15 ans et demi, pour le lui donner pour qu'il se défende. Et elle le lui donne. Lui, il sait qu'il va mourir. Elle lui donne le pistolet pour se défendre si jamais quelque chose arrivait. Et il lui dit non, va poser ce pistolet. Et il lui cite une tradition prophétique qui dit quand deux musulmans se rencontrent et que l'un et l'autre veulent atteindre ou attenter à la vie de l'autre, les deux vont en enfer.
Et le compagnon du prophète de dire, mais pourquoi est-ce que les deux iraient en enfer? Parce qu'il y a celui qui a tué, puis celui qui a été tué avait l'intention de tuer. Et donc tu prends ce pistolet, tu le laisses là-bas. En d'autres termes, il aurait pu avoir un pistolet puis tirer sur ceux qui les tuaient. Et il a préféré ne pas le faire. C'est le degré de non-violence qu'il y avait. Et ma mère me rappelle cette histoire parce qu'elle m'est rapportée à moi par un penseur chrétien qui fait un dialogue avec moi. Elle dit, mais c'est ce qu'il a dit, c'est ce que m'a dit mon grand-père. Mon père me l'a dit, ton grand-père. Et donc c'est ça, moi, qui me revient. Je veux dire, j'ai une transmission qui dit « priez beaucoup la nuit ». Il ne voulait pas de violence. Il était ouvert d'esprit. En plus tard, j'ai appris à lire et à le connaître mieux par la lecture. Tout ce qu'il n'y a pas, parce que, en fait, beaucoup de gens ne le connaissent pas, parce qu'on n'a que 5% de ses œuvres. Il a très peu écrit, mais avec tout ce qu'il a produit, qui n'est pas énorme par rapport à ce qu'il a fait, 5% peut-être sont en anglais ou en langue européenne. Il n'y a rien. On ne l'a jamais traduit. En fait, ceux qui ont traduit ou voulu parler de lui ont traduit ce que certains de ses élèves ont dit. Et c'est souvent ce qu'on fait. Quand on veut trahir la pensée du fondateur, on traduit la pensée de ceux qui l'ont parfois mal compris. Exprès pour déformer sa pensée. C'est ce qui m'arrive même à moi aujourd'hui. Maintenant, c'est moi qui suis grand-père et je vois des gens qui disent des choses que je n'ai jamais dites, que je n'ai même pas pensées, ou qui vont dire, mais il y a un tel qui a dit ça, et donc s'il a dit ça et qu'il a été formé par Tariq Ramadan, c'est donc sans doute que Tariq Ramadan l'a pensé. Je ne l'ai ni pensé, ni enseigné, et donc parfois, ceux qui ont été formés par mon grand-père ont mal traduit sa pensée. Tout ça pour dire que ce qui me vient comme héritage, c'est tout ça. C'est une profonde spiritualité. Et puis, il y a une autre chose que je ne peux pas ne pas dire. C'est, je n'idéalise pas mon grand-père. Je le mets dans son contexte. Et quand il a 42 ans, j'en ai maintenant pratiquement 18 de plus. Je suis plus âgé aujourd'hui que mon grand-père quand il a été tué. Et donc je relativise, je mets les choses dans son contexte, je n'idéalise personne. Mais je sais reconnaître les qualités d'un homme. Et les qualités d'un homme qui a une profonde spiritualité et qui prie la nuit quand les gens dorment. Et puis qui, quand il se lève le jour, dit aux Anglais, vous n'êtes pas chez vous ici. Et si vous ne partez pas, le peuple se lèvera. Ben oui, j'ai un respect pour cet homme-là. Quoi qu'on dise, et les Anglais et les Français, que les colonisateurs diabolisent ceux qui leur ont résisté en nous disant que les bons, ce sont ceux qui se sont pliés, ça c'est leur travail. C'est l'histoire écrite par les puissants. Mais l'histoire écrite par ceux qui leur ont résisté, c'est de dire « Je suis fier d'être le petit-fils d'un homme qui a dit aux Anglais « Nous n'utiliserons pas d'armes, mais nous ne vous laisserons pas voler et nos terres, et nos richesses, et notre mémoire, et notre culture, et notre langue. » Ça, c'est le début de ma dignité. Maintenant, est-ce que je suis d'accord avec toutes ces réponses? Non. Mais je suis d'accord avec ces refus. Donc le début de votre dignité qui commence dans un arbre généalogique et symbolique finalement qui puise ses racines profondément. Et comme dans psychologie, on parle aussi de la manière dont les traumas peuvent descendre, comment ça peut impacter une vie. Vous le dites, les enfants de l'exil, puis cet assassinat. Psychologiquement parlant, est-ce que vous pensez que ça a eu un impact sur vous, votre fratrie, votre manière à cette famille de grandir ensemble? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que dans le regard que maintenant je peux porter sur ce que je voyais de ma maman, déjà rien que de ma maman, pour parler de ce qui était naturel et au quotidien, je veux dire, elle n'a jamais été chez elle, là où la naissance a fait que c'était chez moi. Jamais. Jamais. Elle était dans l'exil. Elle n'a jamais la langue. Vous savez, quand vous voyez qu'à un moment donné, votre incapacité à prendre la langue dit votre incapacité à résoudre la blessure, c'est ça qui est important. C'est pas parce qu'elle ne savait pas qu'elle avait l'incapacité de parler le français qu'elle ne l'a jamais vraiment bien parlé, mais la blessure
de l'exil était plus forte que la facilité de l'apprentissage d'une langue. Et ça, c'est important. Ça, je l'ai vu dans maman. J'ai vu sa douleur. J'ai vu sa... Voilà. Vous me demandiez tout à l'heure quel était le plus grand, un de mes souvenirs d'enfant. Ben, il y en a un qui me revient que j'avais oublié. C'est le moment où ma maman, où moi je suis enfant, ou le moment où ma maman apprend la mort de sa maman. Je la vois pleurer et qui ne peut pas rentrer en Égypte. C'est-à-dire que le dictateur, c'est-à-dire que l'exil, c'est-à-dire que y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas enterrer leur mort à cause d'une maladie qui se répand à travers la planète et qu'on ne peut pas. Et c'est difficile. Là, je viens d'entendre quelqu'un qui disait « mais je veux aller enterrer mon père et je ne peux pas. Ça va être difficile. » Et ben, tout à coup, je vois ma maman. Je la vois maintenant comme ça dans le salon et je la vois pleurer, qui vient d'entendre que sa maman était morte et qu'elle n'a pas pu la voir. Parce que ma mère, elle l'a quittée, elle avait 18 ans, quand elle a dû quitter le pays. Elle est partie jeune. Donc ça marque. Évidemment que ça marque. Évidemment qu'ils ont toujours eu le corps quelque part et le cœur ailleurs. Oui, ça, je l'ai senti tout de suite. Je l'ai senti dans mon père, dans sa tristesse, dans sa solitude, dans la difficulté que ma mère avait de vivre. C'était pas chez eux, quoi. C'était pas chez eux. On était à Genève, mais Genève, ils connaissaient pas. En fait, ça les intéressait pas. Ça ne les intéressait pas. Ils étaient là par procuration pour une lutte qui se passait là-bas. Et donc ça nous a été transmis. Et c'est pour ça que toute ma vie, jusqu'à l'âge de 22 ans, j'ai une représentation de l'Égypte qui est de dire ce qui est de leur blessure sera ma solution, c'est-à-dire retourner. Jusqu'au moment où je me rends compte, à l'âge de 22 ans, que la blessure des parents, c'est pas le remède des enfants. On peut pas vivre comme ça. L'histoire, elle fait autre chose. Ce qui les a blessés, ce qui a été leur souffrance, elle n'est pas résolue, elle n'est pas le remède que je retrouverai. Il faudra que je trouve mon propre remède, parce que mon histoire est différente. Mais les deux, nous sommes blessés par ça. Et ça, c'est vrai. Donc, il y a cet exil-là, il y a la mort, il y a le fait il y a quelque chose d'extrêmement violent dans ma famille. C'est-à-dire que mon grand-père meurt, mais 80% de tous ceux qui sont la première génération qui l'entourent font de la prison. Pour certains, ils font de la prison, ils sont torturés. Pour d'autres, ils font de la prison, ils en sont définitivement marqués. Quand je retourne en Égypte et que j'ai 17 ans, en 78, quand je retourne en prison et que je vois ceux qui sont sortis de prison, de ma famille, de ce que ça a provoqué, tout ça, c'est pas en fait c'est pas quelque chose dont on pourrait dire c'est un traumatisme qui passe de génération en génération. C'est pas ça du tout. Il y a ça, mais c'est plus qu'un traumatisme. C'est pas quelque chose qui passe par l'inconscient, mais c'est un vêtement conscient. On est conscient, c'est-à-dire que c'est un vêtement qu'on se passe. C'est quelque chose qui nous habille et qui va même être une lunette qu'on a sur le monde. C'est-à-dire la lunette de se dire on ne peut pas être avec Dieu et résister à l'injustice sans souffrir parce que des gens vont mourir, parce que des gens vont être torturés, parce que des gens vont être en exil, parce qu'il faut se séparer. Donc il y a cet élément-là qui nous constitue, moi qui m'a constitué tout le temps. Et Dieu sait si j'étais pas exposé. Je suis le dernier, moi. Je veux dire, quand j'arrive en 62, on est quand même déjà loin de l'expérience de l'exil. Ça fait déjà 8 ans qu'ils sont partis. Pour que moi, je commence à prendre conscience, pratiquement 10 ans plus tard, en 72, la distance, elle est longue. La distance, elle est longue, mais la blessure est profonde. Et donc, c'est resté, oui, bien sûr. Et je dirais que ça m'a toujours façonné. Je sais que mon rapport au monde a été nourri par ça, oui. Cette espèce de détachement que je peux avoir parfois par rapport aux choses. Et dans cette ambiance d'exil, dans cette ambiance, comme je le disais tout à l'heure, familiale, quelles étaient les émotions du petit garçon que vous étiez? Il faut dire deux choses de ce point de vue-là. Il y a tout ce dont on vient de parler, puis il y a le fait que je suis le dernier. Je pense,
Je pense que dans une famille qui est nombreuse, quand on est 6 comme ça, à plus forte raison quand on est 6, ça arrive toujours, mais quand on est 6, quand on est le dernier, il y a une certaine façon de se positionner par rapport aux aînés qui est tout à fait singulière. Moi, mon père a dit très très vite de moi. Mon père a mis 17 ans pour m'entendre, au sens d'entendre ce que je disais. Il me voyait, mais il n'entendait pas. Mais je ne peux pas lui reprocher, parce que lui, il était beaucoup en voyage, et que moi, de mon côté, il dira lui-même en arabe un terme, mon qawqa, c'est-à-dire un terme, il est recroquevillé. En français d'aujourd'hui, en psychologie, on dira intraverti. C'est-à-dire que je disais peu de choses, je gardais beaucoup de choses. Mais je gardais beaucoup de choses, c'était pas forcément volontaire, d'abord parce que j'étais le cadet, et parce que j'ai senti plus que ce que je pouvais dire. Je veux dire, j'ai vu dans ma mère de la souffrance dont je ne pouvais pas parler. J'ai vu dans mon père de la solitude dont je ne pouvais rien dire. C'est-à-dire que les circonstances font que c'est difficile de mettre des mots sur la souffrance d'un père qui pourrait, si un jour il l'entendait, pouvoir penser qu'il n'a pas l'image du père qu'il aurait pu espérer avoir. Parce que je la voyais. J'ai vu cette souffrance-là, j'ai vu cette solitude. Donc à un moment donné, je préférais ne pas avoir les mots plutôt qu'à devoir dire ce que je voyais avec les mots. Donc parfois les silences sont des protections. Des fois des silences sont parce qu'on ne peut pas. Puis des fois c'est mieux pas. C'est mieux pas. C'est comme ça que je l'ai vécu moi avec mon père, il a vu ça. Et à un moment donné, plus tard, quand j'ai 17 ans, je pars en Égypte. Et puis c'est sa famille en Égypte qui lui dit « il faut que tu écoutes ton garçon là. Il est particulier ce garçon. » Quand je suis revenu en Égypte, mon père a compris que j'étais à Genève. Il m'a vu. Moi, je ne me suis même pas rendu compte de ça. Donc, il y a eu cet élément-là qui était un élément d'introversion qui était affiché. Et puis, à côté de ceci, je suis allé chercher ailleurs les éléments qui me fondaient, quoi. Ça a été pendant toute ma jeunesse déjà j'ai une autre chose qui me revient maintenant. Vous voyez comment en parlant les souvenirs reviennent. Il y a quelque chose de tout à fait singulier dans mes relations humaines quand j'étais enfant. J'ai souvent eu des parents d'enfants qui disaient à leurs enfants de ne pas jouer avec moi. Alors des fois c'était parce qu'ils savaient qui étaient mes parents. Je me souviens d'un papa sénégalais qui disait à ses enfants « il ne faut pas jouer avec lui ». Donc vous voyez ce que ça veut dire. Je veux dire, pas jouer avec lui. Puis vous êtes enfant, vous êtes jeune. C'est-à-dire que c'est comme si ce que lui pensait être la malédiction du père ou de la famille, elle était génétique, quoi. Elle passait chez les enfants. Et puis il y avait aussi parfois mon comportement. J'étais bagarreur dans mon enfance très vite. Et puis j'étais il y avait beaucoup de solitude. J'étais pas forcément très cadré au niveau de la famille. Non pas parce que mes parents me voyaient pas, mais ils devaient voir ailleurs. Il y avait beaucoup trop de problèmes qu'on avait. Donc ça a été aussi difficile. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments comme ceci qui me constituent des souvenirs que j'ai par rapport à ce qui a constitué mon enfance, mes relations, qui sont dues aussi à ces relations-là, qui sont dues aussi aux absences de mes parents, beaucoup, et puis beaucoup de je veux dire, là aussi, encore d'autres souvenirs qui viennent, et puis qui me constituent. Je me souviens d'une femme qui était venue des États-Unis. Elle était venue nous visiter, parce que notre relation avec les États-Unis, c'était beaucoup les African Americans, c'est-à-dire les Afro-Américains. Elle venait de la lignée de Malcolm X et tout ceci, puis elle était venue à la maison. Puis je me souviens d'une discussion qu'elle a eue avec ma mère qui était revenue de voyage, parce qu'elle était restée avec nous, s'était occupée de nous, puis elle est revenue de voyage, et ma mère, elle discutait avec elle. Elle dit, elle est complètement bizarre, ce garçon, il joue tout seul tout le temps. En fait, je prenais des cassettes, je m'enregistrais en train de commenter des matchs de foot, de la boxe. Je partais tout seul avec un ballon. J'avais
en fait, je vivais beaucoup seul mes jeux, beaucoup seul mes... Et puis je me souviens tout à coup, là maintenant, en vous en parlant, je me souviens qu'elle était allée dire à ma mère, mais il est seul et il se débrouille tout seul. Je veux dire, j'avais 5 frères, mais il fallait que je me dédouble pour pouvoir jouer. Et quand vous vous souvenez de ces souvenirs, vous avez l'impression qu'il y avait un petit garçon qui se débrouillait avec son environnement, ou de la tristesse finalement et une espèce de lutte par rapport à ces questions de... Non, je pourrais pas dire qu'il y avait une lutte, mais il y a de la tristesse, bien sûr. Moi, je me suis toujours défini comme triste. Et quand les gens me parlaient de tristesse ou voyaient ça de façon négative, je ne le voyais pas de façon négative. La solitude, la tristesse, c'est toujours quelque chose que je me suis défini comme ça. Et tout ce qui a été un moment de ma conscience, quand j'ai 18 ans, que je commence l'université, tout est lié. Je veux dire, quand j'ai 14 ans et que je commence à apprendre Rimbaud par cœur et Baudelaire par cœur, c'est tout est lié à la tristesse. Je suis celui qui souffre et qui s'est révolté. C'était ça qui me parlait, moi. Cette notion que vous avez de la tristesse, elle est originale, puisque finalement vous parlez de la tristesse comme quelque chose dont on n'est pas obligé de s'échapper de sa tristesse. Qu'est-ce qui fait que vous avez déjà donné ce sens-là à votre tristesse? Je ne sais pas si je lui ai donné du sens. Moi, c'est maintenant qu'on en parle, parce que maintenant j'ai quand même pris du recul. Et je peux lui donner des mots et je peux lui donner du sens. Mais je la vivais. Je vivais. Je veux dire que j'étais pas conscient d'être seul, mais quand j'entendais cette femme, ou j'entendais mon père qui disait de moi que j'étais introverti, ou cette femme qui disait c'est étonnant comment il se débrouille seul, comment il se construit seul. Je comprenais ce qu'il disait, mais je ne l'ai pas vécu comme un drame, je ne vivais pas ça comme le drame de ma tristesse. J'ai jamais regretté ma tristesse. Je crois même que maintenant, je comprends combien elle a été constitutive de ma personnalité. Donc il y a ça qui est lié à ma personnalité. Et puis c'est une certitude aussi, il y a quelque chose qui a traversé dans la famille le sens de grandes difficultés. Je veux dire, on a tous vu la douleur et la souffrance de ma mère, de mon père, le déracinement, au sens littéral, c'est-à-dire prendre l'arbre et l'arracher de ses racines, et pas simplement l'arracher, c'est qu'en même temps, tous ceux qui avaient leurs racines là-bas et qui vivaient encore, ont vécu la souffrance, le harcèlement, la torture. Donc tout ça fait partie de la famille. Pour quelqu'un qui n'a pas Dieu, et qui regarde ceci de l'extérieur, on pourrait dire mais c'est une malédiction. Et pour ceux qui comprennent qu'avec Dieu met à l'épreuve ceux qui l'aiment, et que cette épreuve, c'était les signes de l'amour de ceux qui sont et qui se battent pour la justice, qu'il vaut mieux être triste et juste qu'injuste et superficiellement heureux, ben c'est une bénédiction. J'ai toujours eu le sentiment d'une certaine bénédiction dans cette famille. Moi, quand j'entends ma mère et mon père parler de leur souffrance et de la mort, ils s'en plaignent pas. Tout ce qu'ils ont vécu lui ont donné du sens. C'est parce que nous nous battons au nom de Dieu pour ce qui est juste, et qu'il n'y en a pas sur la terre qui se battent pour ce qui est juste et qui ne doivent pas faire face à des sacrifices. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et puis ça m'a renvoyé plus tard quand j'ai retrouvé ça dans le Coran. Est-ce que vous croyez qu'il vous suffit de dire « nous sommes croyants » et que vous n'allez pas être mis à l'épreuve? Évidemment, si vous dites « Dieu », préparez-vous à l'épreuve.